Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans votre podcast finalement Overtime pour ce nouvel épisode, le 20e de la saison 4 avec bien sûr à mes côtés aujourd'hui Jean-Philippe pour m'accompagner. Salut Jean-Philippe. Salut David, bonjour à tous. La forme, passez un bon week-end. Magnifique, le soleil. Ah, mis les patins quand même le matin là, pour aller un petit peu prendre l'air, de la glace et profiter de la situation. Et bien sûr Stéphane Rochette, notre analyste. Salut Steph, tout va bien? Salut les boys, tout va bien? Ce lundi matin ensoleillé, c'est magnifique. Magnifique. Quel plaisir de venir au boulot. On profite, bien sûr. On va profiter surtout de cette pause pour faire un point de la situation avec cette National League dans laquelle il reste un gros mois de compétition jusqu'au 4 mars. On va filer tout droit. Les équipes vont profiter de quelques jours de repos en ce début de semaine et ensuite mettre les gaz pour bien jouer tous ces enjeux. Nous, on fera le point avec chacun des clubs romans pour voir où on se situe et ce qu'il reste à faire et un petit peu se projeter finalement dans cette fin de saison passionnante qu'il reste. Bien sûr, vous êtes en direct avec nous. Bien sûr, vous le savez, vous pouvez poser nos questions et vous pouvez réécouter ce podcast aussi en live sur les plateformes dédiées, aussi sur notre application. Donc voilà, on a posé le décor de ce 20e épisode. Reste pour nous l'occasion de se lancer. Alors, on y va pour vous et on commence par le leader aujourd'hui. Le leader en termes de club roman. Pas leader encore, deuxième de ce championnat, Fribourg-Gotteron. Ouais, Fribourg-Gotteron qui livrait la marchandise et qui, finalement, pourrait être le backup que David Ebicher nous annonçait en cas de blessure de Reto Berra. Stéphane, hein? Pas mal, ouais, il a fait un super match, 36 shoots quand même. Ce match-là, tu regardes le score, tu facile. Bon, il y a un but dans la cage vide qu'on pourra discuter. Là, il y a un coach qui sort 6 contre 5 à 3-0. Voilà, c'est un autre scandale pour moi. Ah, on peut directement parler de ça. On peut parler de ça, c'est très bien, Steph. On a une question. Pourquoi tu dis que c'est du niveau de Swiss League? C'est un abonné qui nous a posé la question. Les joueurs, là, tu mènes, c'est 3-0. Il reste une vingtaine de secondes. Le match, il est plié. Tu enlèves le gardien, tu mets 6 joueurs sur la... Les gars, ils te regardent et ils disent: tu fais quoi, coach? Tu veux rire de nous, là? On va se prendre un empty net 4-0, etc. Le match est terminé. Il n'y a pas un joueur qui a envie d'être sur la glace sur un 6 contre 5 à 3-0, les gars. Il n'y a pas un joueur qui a envie. Ça se fait pas. Pour moi, j'en ai encore parlé avec quelqu'un hier, c'est un manque de respect pour ta troupe. Honnêtement, il y a des joueurs là-dedans qui ont joué à un certain niveau, là, les étrangers, etc. Ils se retournent et disent: c'est quoi ce coaching de merde? Je suis désolé, là. Ça se fait pas. À 3-0, ici, tu sors ton gardien à 4-5 minutes de la fin, 3 buts d'écart, le tout pour le tout, ça peut aller. Mais là, à 20 secondes, le match est terminé. Tout ce que tu fais, c'est faire mal paraître tes joueurs, en rajouter une couche, 4-0. Les gars chopent tous un moins encore sur la feuille de match. Ça embête tout le monde. Et j'ai vu le niveau de Swiss League. Ça fait amateur. Je trouve que le gars, je pense qu'il a perdu un peu de respect de certains joueurs dans le vestiaire après avoir fait ça. Bon, il vient d'arriver. C'est donc, ça, c'est pas un test pour voir qui c'est qui le suit vraiment? Ouais, que ceux qui même me suivent. Non, mais voilà, mais je pense que les gars, évidemment, il n'y a personne qui va lui dire. Et les gars sur le banc, ils doivent se regarder. Fais quoi? Bon, reste que... On parle volontiers de Fribourg-Gotteron. Fribourg, Jean-Philippe, qui voit la vie en vert. Ouais, voilà, vie en vert, effectivement. Qualifié pour les playoffs, en vert au télétexte, hein, comme on a l'habitude de le dire depuis de longues années. Fribourg qui a de ce côté-là, pas trop de soucis à se faire. Ils joueront les quarts de finale à domicile. Après, rattraper Zurich ou pas, je pense pas que ça va pas changer grand-chose. Ils vont être deuxième. Hein. On voit que derrière, Zug cale un peu, en tout cas a calé ce week-end. Et puis l'écart s'est agrandi. Ouais. Étant deuxième du championnat, eh bien, tu tombes contre 7 ou 8, à savoir potentiellement aujourd'hui. Hein, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais Genève, Bienne, Davos ou Ambry. Alors, Ambry, ça va être compliqué pour eux, quoique sur un play-in, on peut toujours rêver. Et puis, pour les autres, je pense qu'il y a que des choses difficiles qui arrivent vers Fribourg-Gotteron. Mais si tu veux être champion un jour, il faut battre tout le monde. Alors bon, peu importe. Le job, ils l'ont fait dans la saison en jouant tout le temps haut. Que ça soit dans ces deux premières places quasiment depuis le début du championnat. Donc Fribourg a fait ce qu'il faut là. Après, l'adversaire, on ne le maîtrise pas. Et bien sûr qu'ils devront être prêts pour les quarts, les demi et finales si besoin pour Fribourg-Gotteron. Le job, ils l'ont encore fait ce week-end. Ils ont battu pour la première fois Zurich. Ça, c'était très important aussi
pour préparer la suite. Hein. Il y a eu ce match avec beaucoup d'émotions mardi dernier contre Zug, où Fribourg est revenu avec une autre attitude vendredi. C'était évident et ils ont réussi à manager les ZSC Lions pour la première fois. Le lendemain, c'était moins chatoyant contre Cloton, mais même en étant moins bon, victoire 4-0 et offrir le premier blanchissage à Rueger. Il y a donc beaucoup de positifs encore à retirer, Steph, du week-end des Dragons. C'est une affaire qui roule à Fribourg, honnêtement. L'exécution est bonne. Des leaders, Wallmark et puis Sorensen, marchent peut-être le meilleur duo de la Ligue actuellement sur l'ensemble de la saison. Un top 3, une des top lignes de la Ligue, mais récemment, c'est probablement le meilleur duo de cette ligne-là, de cette Ligue-là. Ils sont juste incroyables. Et moi, je reviens sur la première place de Fribourg-Gotteron. Dans l'optique des playoffs, évidemment, la première place, c'est un honneur. Ça ne change pas grand-chose. Ça peut changer quelque chose, à mon avis, en play-off. Moi, je pense que je suis Christian Dubé. Je fais tout pour finir premier. Pour éviter Zug en demi-finale, les gars. Ouais, par exemple. Zug moi, je en demi-finale, il faut qu'il passe l'écart. Hein. Oui, mais évidemment. Évidemment, ça, c'est toujours le truc à Fribourg. Mais non, je parle de Zug, là. Évidemment, Zug peuvent perdre aussi, mais on s'entend Zurich et Fribourg semblent être, cette année, les deux meilleures équipes de la Ligue. Les plus performantes. Et Zug, quand même, avec Giannoni qui s'est gagné des matchs, cette équipe-là sait se stepper up dans les playoffs. Je ne suis pas un grand fan de Zug. Je ne crois pas qu'ils peuvent aller au bout cette année, mais si tu peux les éviter en demi-finale, je pense qu'il y a un gap entre Zug et puis après les équipes 4, 5, 6. Et si tu peux finir premier pour éviter Zug à demi, moi, je pense que tu te donnes des chances. Steph, tu sais très bien, un sportif a besoin d'objectifs. Donc, c'est clair que la première place, ils vont aller la chercher si elle se présente. On ne veut pas passer à côté. Il ne faut pas en faire une obsession non plus. Tu vois. Ça peut permettre de laisser pas mal d'énergie. Puis, on sait des fois que quand tu es déjà top 1, top 2, tu as tendance peut-être, et c'est humain de te relâcher dans les derniers matchs de la saison parce que personne veut se blesser, parce que tu as envie d'être de la partie en play-off et puis de te dire si je donne peut-être que le 90% dans les derniers matchs, on va avoir plus de jus pour les playoffs. On a vu quand même ces dernières saisons, toujours les leaders, ça a été Zug et même Fribourg, je crois, l'année passée, qui avait terminé avec 5-6 défaites avant d'aborder les playoffs. On disait, est-ce que tout pas super bien réussi d'ailleurs. Donc voilà, première place, oui, mais pas en faire une jaunisse. Non, mais moi, je pense que c'est important quand même. Dans l'optique où tu vas aller loin en playoffs, je pense que si tu peux éviter, tu peux laisser quelqu'un battre Zug, par exemple Zurich élimine Zug, ça peut être pas mal. Moi, je sais pas, mais... Juste un truc, avant de passer à Malguin, parce qu'on va forcément parler, et puis on a un temps limité pour Fribourg-Gotteron. Je pense que sur les 9075 spectateurs de la BCF Arena, cette semaine, même s'il n'y a pas de match, ils vont être comme ça. Ils vont être comme ça parce qu'au Bayer Games, là, en Suède, ils ont envoyé Sorensen, ils ont envoyé Wallmark et ils ont envoyé Delarose. Imaginez que quelque chose se passe là-bas. On vient de parler du duo Wallmark-Sorensen. Ça ferait quand même chanter qu'il rentre blessé, un de ces deux-là. Chanton, il joue à Genève. Mais je suis d'accord avec toi. Évidemment, tu ne veux pas de blessure, mais... C'est la vie, quoi. C'est ce que nous disait quelqu'un dans le chat. À quoi sert finalement aussi Gaëtan, cette pause de février, Steph? Quoi servent les pauses en général? Bon, moi, je trouve que celle de février, je ne suis pas un grand fan de ça, mais celle de février, elle fait un peu plus de sens. C'est 2-3 mois avant les championnats du monde. C'est peut-être l'occasion de regrouper tes joueurs un peu. Ceux qui sont potentiels, bon, peu importe. Du côté, voilà, bref. Tu as vu la sélection? Tu penses que ce sera la sélection? Il y en aura combien qui seront au mondial? Est-ce que tu ne penses pas que les clubs, là aussi, ont un petit peu leur mot à dire dans qui tu envoies? Oui. Oui. Je pense que les GM, ils disent écoute, si tu peux éviter de prendre celui-là. Mais ça ne marche pas tous les coups parce que Malguin va être là, parce que Hoffman va être là, parce que Corby va être là. Puis on s'entend que c'est 3 joueurs importants pour leur équipe respective. Donc, mais Malguin avait été malade. Malguin avait été blessé en novembre. Hoffman était blessé en décembre, donc je pense qu'il a voulu les appeler sous les drapeaux. Tu peux pas aller là qu'avec des apprentis non plus. Là, voilà. Mais ce serait quand même drôle qu'ils aillent là et réussissent à gagner enfin avec une équipe, on s'entend, plus... Alors pour la Suisse, oui, et puis pour les étrangers qui partent avec leur sélection nationale, tous les supporters croisent les doigts et font quelques incantations. J'ai parlé des Suédois parce qu'on parlait de Fribourg, mais il y a Suomela à Lausanne, c'est même topo. Même topo, exactement. Allez, ouvrons le débat. Quel débat?
tout le monde veut en discuter. On va y revenir. On en a déjà parlé ce week-end, mais on a aussi cet épisode pour ça. Malguin Berchi, on nous dit du côté d'Andy dans le chat, toujours pas de suspension. Il n'y en aura pas. Non. Il n'y aura pas. Voilà, il n'y a pas d'enquête, pas de punition dans le match. Malguin s'en sort très très bien. Pour rappeler les faits, Malguin a quand même été amené à monter en puissance nerveusement dans ce match. Il a été avec Dufner déjà une première fois, après une première fois avec Berchi déjà. Et il a un petit peu dérapé, hein, c'est ce moins qu'on puisse dire, avec sa canne au visage de Berchi, qu'on n'a pas rajouté aussi. Si Berchi se roule par terre, un peu à la mode d'un autre sport très connu dans notre pays, peut-être que les arbitres voient la scène différemment. Et ensuite, le cross-check encore au visage de Berchi. Il y avait quand même de quoi, Stéphane, tu nous l'as déjà dit, mais je te prie de le répéter, de quoi de sortir déjà Malguin dans le match et en plus peut-être de le laisser en tribune quelques matchs. Écoutez, si les arbitres voient, parce que ce que j'ai su, c'est que les arbitres, il n'y a aucun des 4 arbitres qui a vu la situation. Donc, ils ont dit, on ne va pas à la vidéo parce qu'on ne l'a pas vu. On ne peut pas dire on donne 5. Parce que rappelez-vous, il y avait eu une scène comme ça de slow foot de Dauphin dans un match à Fribourg. Au même endroit, il n'y avait aucun angle de caméra qui a permis de le voir. Donc, ça, les arbitres, ils le savent aussi. Et là, il n'y a personne qui l'a vu, puis c'était un angle un peu bizarre. Donc, ils se sont dit, on donne 5, puis on ne le voit pas, puis on se trompe, alors on ne va pas voir la vidéo. Donc, que les 4 n'aient pas vu, c'est scandaleux. Déjà, les gars, ça, c'est une erreur. Parce que le geste, était clairement, il va vraiment pour faire mal à Berchi. Là. Il ne joue pas le puck. Il ne joue pas le puck. Les 2 mains arrive directement sur l'oreille. Pour moi, l'oreille fait partie de la tête, donc c'est une charge, un cross-check contre la tête. Appelez-le comme vous voulez, en tout cas, jusqu'à dernier avis. Et ça, c'est 5 minutes. De toute façon, si les arbitres l'avaient vu, c'est clairement 5 plus méconduite pour le match, sans aucun doute. Et après, cross-check à la hauteur du cou. Heureusement pour lui, il n'y a pas d'angle de caméra on peut imaginer le can a touché peut-être l'épaule avant, mais s'il y a un angle de caméra parfait, peut-être qu'il y a encore matière là à donner des matchs de suspension. Il y a déjà une suspension pour ce genre de truc cette année. Ouais, et le PSO, tout ça, et le PSO. Alors, là, il y a une question. À quoi sert le PSO au final? Alors, c'est Georges-Henri qui pose la question. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, en tout cas, les images ont été envoyées au PSO. Le PSO a regardé ces images et a décidé, je ne sais pas si c'est McTavish ou Ryan Gardner, ça, je ne sais rien, mais on m'a confirmé que c'est le PSO qui a dit on va pas plus loin, ça vaut pas la peine de déranger le juge unique au ski pour dans son week-end pour ça. Voilà, donc on va pas aller plus loin. Et c'est le PSO, donc un ancien joueur professionnel qui a décidé non, on va pas plus loin que ça. Alors que quand on touche la tête, on veut quand même protéger tous les joueurs. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on veut? Le chef des arbitres n'était pas du tout content. Il a d'ailleurs fait savoir à tous les arbitres que ça ne peut pas passer. C'était clairement pour lui un geste qui méritait une sanction assez sévère. Mais après, le PSO, je ne m'explique pas. Parce que le PSO, s'il dit, oui, pour nous, il y a matière à pénalité majeure, le juge les mandate pour faire un rapport complet. Puis ensuite, en fonction du rapport, il prend une décision. Alors, est-ce que ça mérite une suspension ou non? Je ne sais pas, mais au moins un 5 plus méconduite pour le match à rebours. On a vu le juge donner ça dans le passé, dire moi je donne une 5 match sans suspension, parce que si le gars refait la même chose durant l'année. Ça fait une belle jambe à Fribourg, Steph, parce que Fribourg on a besoin pendant le match de ces 5 évidemment, minutes de supériorité. Il gagne à la fin donc. Il gagne à la fin, mais qui marque à 18 secondes de la fin aussi. Les gars, la revision des images des 5 minutes, c'est exactement pour ça que ça a été créé. C'est pour que durant le match, il n'y ait pas de scandale, qu'il n'y ait pas un joueur chassé à tort du match qui change l'allure d'un match ou qu'on n'oublie pas de donner un 5 minutes qui fait que le joueur est expulsé. Voilà. Et là, les arbitres, honnêtement, c'est une grosse erreur d'arbitrage. Qu'ils ne l'aient pas vu, que le R2 ne l'ait pas vu, celui qui est dans l'autre zone, qu'un juge de ligne qui ne l'ait pas vu parce que le puck venait vers lui, qui déconnecte. Mais tu sais, ils ont quand même fait beaucoup d'arrêts sur image, Stéphane. Et puis, il y a quand même un des juges de ligne qui a les yeux rivés sur la scène et qui peut quand même le rapporter. Oui, mais c'est pas son job au juge de ligne. C'est pas son job de regarder ça. Si Berchi pousse le puck en zone neutre et qu'il y a un joueur qui arrive pour un check, c'est au head d'avoir ses yeux là-dessus. C'est pas au juge de ligne. D'alerter quand même et de se dire oh, là, on a peut-être raté quelque chose. On va quand même aller le revoir. Et les juges de ligne, ils ne regardent pas les gars qui complètent les mises en échec, etc. Eux, ils suivent souvent la rondelle. Et l'arbitre qui est le long de la bande, quand le puck vient vers lui, comme arbitre, je l'ai vécu, tu déconnectes un peu parce que déjà, tu ne veux pas être au chemin. Et puis, tu ne regardes pas la fin de la mise en échec. Tu suis le puck.
Le R2, lui, il regarde ce qui se passe, où le puck s'en va. Mais le R1, qui est monsieur Urban, Thomas Urban, c'est le même qui était à Lausanne l'année passée quand numéro de téléphone apparaît en bas de votre écran. Avec le Duc. Je donne le temps. Sekatch qui a quasiment décapité le Duc dans un match. Ouais, c'est le même qui était sur la glace, qui regardait comme ça, on le voit à l'écran, qui n'a pas réagi. Et là, c'est clairement à lui de voir ça. Il est sur la ligne de but. Il y a un angle de vue facile. Et mais c'est ton job. Que tu t'appelles Urban, que tu t'appelles n'importe qui, finalement, il y a eu une erreur arbitrale qui a été faite. Mais je mentionnais que c'est Urban parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. À un moment donné, tu regardes où. Andéol nous demande, Steph, qu'est-ce que c'est le PSO pour peut-être ceux qui suivent moins l'actualité toujours et qui ne baignent pas dans le hockey sur glace. On a créé le PSO, on a pris des gars qui sont pas ici Player en Suisse. Safety Officer. Voilà. C'est eux qui conseillent le juge unique. C'est les conseillers techniques du juge unique en matière de discipline. Avant, les arbitres envoyaient le rapport au juge. J'étais le juge qui décidait, M. Steinman, qui n'avait aucune idée, une idée évidente du hockey, qui nous appelait, nous, les arbitres pros, pour nous demander notre avis, qui appelait Courman, qui habitait pas très loin, passe dans la maison, on va regarder ça ensemble. Bois un café. Mais c'était comme ça que ça se passait. Souvent, ils nous envoyaient, nous, aux pros, ils disaient « Parlez-vous pas », ils nous envoyaient une scène, ils disent « Parlez-vous pas, puis envoyez-moi ce que vous pensez ». Parce que quand on se parle, des fois, on arrive à s'influencer. C'est ça. Et puis lui, il se faisait une idée avec ça. Mais maintenant, on a compris que le juge n'est pas un spécialiste de hockey. Les juges uniques ne sont pas des spécialistes. Donc, on a dit, on veut des spécialistes qui ne sont pas en Suisse, qui connaissent le hockey suisse, McTavish et Gardner, qui auront un regard non influençable et influencé, donc ils n'ont pas d'affinité, un regard objectif. Et après, le juge, il peut décider d'aller à leur rencontre ou contre et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être cet oubli arbitral va donner une bonne piqûre de rappel à un mois des playoffs pour être encore plus focus et que ça ne se reproduise pas. Ça peut changer, les gars, la donnée. S'ils n'égalisent pas, Fribourg fait 3 points. Excusez-moi, ça change la donnée pour la suite de la saison aussi, puis peut-être la première place. Donc, ça peut changer. L'histoire a peut-être changé. Steph, garde le crachoir, on change de club. On descend d'un petit étage et on parle du Lausanne Hockey Club. Lausanne, ça va coup-ci, coup-ça. Pas forcément fait des mauvais matchs, mais fait pas de points. C'est 3 défaites de suite. Petite défaite en prolongation à Bienne samedi. Et là, pour Lausanne, confortablement en quatrième place, tout à coup, ça commence à chauffer. Ils ont mis le siège chauffant. Ils commencent à avoir chaud aux fesses un petit peu. Parce que là, le Zug est hors de portée, donc il faut qu'ils s'accrochent à la 4e place. Ils sont quand même bien positionnés, favorablement, je dirais, mais ça vient vite derrière. Là. 5 et 6 sont proches. La 7e place, il y a encore 8 points d'avance sur la 7e place quand même, qui est Genève. Mais Lausanne se met un petit peu dans le trou. Donc, devra se remettre à gagner rapidement pour s'assurer de finir 4e. Et avoir l'avantage de la glace dans une éventuelle confrontation 4-5. Mais ils doivent s'assurer. Là, ils sont en train de. Au début, on pensait top 3, puis là, on est en train de dire faut éviter on pense top 6 maintenant. Il faut éviter la 7e place, il ne faut pas dégringoler. Donc, ils devront mettre fin à cette courte série de défaites. Pas facile avec ce qui les attend, hein? Parce qu'ils ont quand même, sur les 8 matchs qui restent, ils ont tout de suite bien à la maison, après la pause. Puis ensuite, ils joueront encore à la maison contre Ambry, contre Genève et contre Zug. Puis entre-temps, ils vont à Zurich, à Davos. Davos qui a des matchs en retard. Et puis à Berne. Avant-dernière journée, il y a ça c'est juste après Bienne. L'avant-dernière journée, c'est un Berne-Lausanne. Et juste avant, il y a Genève. Et tu termines contre Zug. Si jamais vraiment tu as encore besoin de points, donc c'est vrai que le programme est chargé. Par contre, l'avantage, c'est que peut-être que Zug n'aura plus besoin de points à la finale. Donc, si Zug, comme ils ont fait, sauf erreur, je me souviens dans le passé, qu'ils avaient complètement largué ces matchs-là, l'avantage qu'ils pourraient avoir, c'est que Zug jouerait pour rien, puis reposerait ses bons éléments le dernier match, mais ça ne veut pas dire que tu gagnes pour autant. Non. Je sais que certaines équipes classées... Mais Lausanne aimerait bien aussi arriver avant la 52e journée. On était déjà plus ou moins sûrs, après la saison qu'ils ont fait, d'être toujours 4, 5, 6e, de ne pas trop devoir calculer et regarder dans les rétroviseurs comment ça se passe, parce que c'est clair que Jean-Philippe, ça revient fort derrière, et puis que Lausanne a ce coup de moins bien maintenant, là, la pause peut-être pour eux.
Elle n'est pas si mauvaise à prendre. Non, c'est pas le seul club qui peut se réjouir de la pause, mais après, je ne sais pas quelle est la blessure de Haapala, mais je pense que là, tu peux aussi récupérer un gars qui était censé peut-être aller avec la Finlande. C'est pas le cas, il s'est blessé, donc voilà. Mais ça donne une semaine de battement. Et puis, on peut quand même. Il rejoue plus Rapperswil. Ça, c'est fait, c'est réglé. Le cauchemar est terminé. Le cauchemar est terminé. Par contre, on reste quand même à 4 défaites en 5 matchs. Je pense qu'il y a dans d'autres clubs ou dans d'autres situations, on commencerait à avoir des petits mots un peu désagréables sortir ci et là dans la presse. Pour l'instant, c'est assez calme à Lausanne. C'est un peu trop beaucoup de calme là, j'aime pas beaucoup trop ça. Ouais. On sait jamais trop ce qui vient. Il faudra moi à mon avis, il faut marquer le coup immédiatement à la maison contre Bienne, mais Bienne, on en parlera tout à l'heure, c'est pas tellement l'équipe qui va vouloir se laisser faire. Ils reviennent en puissance, ils ont eu quelques blessés et arrivent quand même à gagner malgré ses absents. Mais si tu décortiques quand même les dernières prestations de Lausanne, la défaite contre Bienne et la défaite contre Rapperswil, il y a quand même du bon à retirer de chaque match. Parce que contre Rapperswil, ils perdent 4-1, ils doivent jamais perdre ce match-là dans le deuxième tiers, alors qu'ils sont vraiment bien dans la rencontre. Et 2 buts qui les précipitent un petit peu dans le trouble. Et après, il y a tous les souvenirs, bien sûr, contre les Lakers qui ressortent. Et contre Lausanne, contre Bienne, ils ont aussi maîtrisé leur sujet, mais on tire beaucoup, on n'a pas d'efficacité devant le but. Et puis Bienne, c'est un petit peu tout l'inverse. Ils n'ont pas besoin non plus de beaucoup d'occasions pour tourner le match en leur faveur. Et ils ont eu un gros gardien aussi. Ils ont eu un grand gardien qui a fait les arrêts. On en parlera dans la thématique du HC Bienne, bien évidemment. Mais pour Lausanne, maintenant, il faut revenir un petit peu à l'essentiel et arrêter peut-être ce mélange de lignes. Aussi, Steph, on l'a vu depuis la blessure de Salomeki. On a fait Sekac, Kovac, on a mis Fuchs aux côtés de Suomela, on a mis ton fils Théo aussi. On voit que Jeff Ward a pas vraiment eu pour l'instant la chance, le bon pic pour restabiliser ses lignes, trouver des automatismes et puis tourner les matchs quand ils sont serrés en faveur du LHC. Bon, effectivement. Bon, moi, là où je suis moins inquiet contre Rapperswil, ils n'ont quand même pas fait un mauvais match. C'est 4-1, 2 cages vides. Ils ont mérité mieux. C'est un manque de réussite évident, encore une fois. Et puis contre Bienne, moi, j'ai regardé le match en replay dimanche, j'ai regardé des séquences. J'ai suivi un peu le 3e tiers, surtout, honnêtement. Tu joues le match 10 fois, Lausanne gagne 10 fois, Satéry a dansé sur la tête, a fait des arrêts clés. Les meilleures chances de marquer étaient clairement lausannoises. Lausanne était la meilleure équipe sur ce soir-là, mais bon, tu ne gagnes pas toujours. Un petit peu la loi de la moyenne qui revient aussi pour Bienne qui a de la réussite ces temps. Donc, dans l'ensemble, tu regardes le match, puis le coach dit, bon, on a quand même fait un bon match, tout n'est pas acheté. Là, et samedi, il y a eu beaucoup de changements de ligne parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, un Théo à l'aile avec Suomela et Haapala. Moi, je pense que le duo avec Suomela, c'est super bien passé. Je pense que Théo a joué un de ses meilleurs matchs de la saison. Il a joué presque 20 minutes. Par contre, Haapala s'est blessé. Donc là, il a monté Ria. J'ai beaucoup aimé la triplette Ria, Suomela, Rochette. C'était très menaçant pour moi. C'est assez bien passé. Et puis là, ça a défait la première ligne. Et puis là, sur la 4, il y avait Allemand qui était malade. Il y avait Holdener au centre. On s'entend qu'Holdener, ce n'est pas un centre. Là. Donc là, souvent, il y avait Suomela, Rochette ou Jagger qui allaient au centre de la 4. Donc, ça fait beaucoup de mix-up dans les lignes. Donc, on n'avait jamais 2 fois la même ligne. Je pense que Théo il a joué 8 minutes au 3e tiers. Donc, c'était un match comme ça, mais je ne pense pas que Lausanne a fait un mauvais match du tout. Je pense que c'est Satéry qui a été décisif. Ça arrive. Mais, défaite honorable, défaite, on dira, on n'a pas essayé mauvais, mais pas mauvais, ça fait juste 1 point. Ouais, puis tu peux tirer 150 fois au goal en 3 matchs. Je veux dire, ça ne te sert à rien, suivant d'où ils viennent. Et puis si en face, tu as un gars qui te sort tout. Ouais, c'est ça. Mais il y a eu des tirs très dangereux. Moi, c'est ça que le coach, il regarde ça objectivement. Puis il dit, par contre, là, il faut être meilleur. C'est le power play. Il y a eu un 5 contre 3. C'était gênant. Honnêtement, c'était gênant. Ils ne sont pas arrivés. Bon, on a un 5 contre 3. Suomela n'était pas sur la glace sur la première partie du power play 5 contre 3. Je sais pas. Si tu dépends d'un seul gars, c'est que ça, ça va compliquer la fin de saison. Je ne dépends pas de lui, mais je dis, c'est ton meilleur attaquant, pas sur le power play, à 5 contre 3, sur la première partie du 5 contre 3. Puis on n'a même pas réussi à s'installer puis se faire vraiment construire quelque chose, avoir un tir dangereux. Donc là, c'était très emprunté. Et puis le power play, depuis plusieurs matchs de nouveau. Il y a eu le match contre Davos où tout à coup, depuis là, on a même de la peine à rentrer dans la zone et à s'installer. Donc là, encore une fois... C'est compliqué sur la saison quand même, au niveau powerplay pour Lausanne. Donc, voilà. Il y a eu quelques flashs ici et là.
Mais je pense que là, on va refaire probablement les équipes de powerplay durant la pause. Il faut qu'ils fassent quelque chose parce que ça ne marche pas du tout. Il y a du job justement, et profiter de la pause aussi pour se remettre les idées dans le bon sens. On parle des licences B, qui comme licence B à Lausanne, pour l'instant, il n'y a pas encore grand bruit qui sort à ce niveau-là. On saura plus forcément peut-être en allant à l'entraînement ou ces prochains jours jusqu'au 15 février, aussi la deuxième date limite. Est-ce que Pedretti honorera son contrat jusqu'au terme avec le LHC? Là, il y a des rumeurs, bien sûr. Le joueur l'a dit lui-même aussi, donc on ne peut pas trop répondre. Peut-être que Jean-Philippe, qui numéro 1, nous dit Simon, pour le lâcher dans les buts pour les playoffs. Je pense que c'est Hughes. Et Hughes, il a plus d'expérience. Il va encore avec l'équipe de Suisse cette semaine. Pache, il faut choisir. Mais quand on doit choisir entre Pache, qui a fait quelques excellents matchs, ça va être un super bon gardien, il n'y a pas de souci. Mais là, on entre dans les playoffs. Et si moi, je dois choisir un numéro 1, je ne suis pas à la place de Christophe Alluet ou de Jeff Ward, mais je donne l'avantage à l'expérience, parce que souvent, les playoffs, c'est plus une histoire d'expérience que de jeunesse et d'insouciance. Pour moi, tu dois commencer avec Connor Hughes. Ça ne se discute pas vraiment, parce qu'il a aussi été engagé pour ça. Il est venu pour aller chercher cette place de numéro 1 au duel avec Punenov, ce qu'il a gagné, qu'il mérite. Il est peut-être un petit peu moins bon sur ses dernières prestations. Et encore le bon, on le met entre guillemets dans mes propos. C'est toujours aussi bon que les 5 qui sont devant toi, quoi. Toujours, de toute façon. Et après, selon comment ça tourne, on peut faire une Genève l'année dernière, se dire on enlève le gardien qui était censé être partant, parce que tout d'un coup, ça se tourne pas bien dans une série de quart ou de demi-finale, et tu joues la main chaude après. Mais pour moi, Connor Hughes doit être le gardien partant pour le début des playoffs. C'est aussi, tu penses à... Moi, je suis moins tranchant que vous sur cette question-là. Oui, tu dis Connor Hughes, c'est le plus vieux. Il était... Je pense que Pache a convaincu pas mal de monde. Là, il est redevenu humain un petit peu. Là, il a été très, très bon depuis le début, de façon générale. Là, ça tourne un petit peu moins bien pour lui. La moyenne un peu le rattrape. Là, sa moyenne a baissé un petit peu, même s'il a gardé des bons matchs. Il a été moins... il n'a pas volé de match, on va dire comme ça. Puis sur le penalty face à Kunsley samedi, je ne suis pas sûr qu'il a fait le bon move. Il était beaucoup trop agressif pour moi. Bref, mais je suis moins persuadé que... Je ne suis pas sûr que dans la tête... j'ai pas d'infos, encore une fois. Pensez pas que je sais tout ce qui se passe. Je ne suis pas convaincu que Hughes est clairement le numéro 1 dans la tête des dirigeants. On est d'accord que... Mais il en faut un pour partir en play-off. Tu pars pas avec un A puis un B, puis on tourne. Pas en play-off. Après, il faut voir. Ça dépend. Si tu pars avec Hughes et qu'il ne connaît pas un bon match, tu peux changer. L'année passée, c'était pas très clair que c'était Maillard qui allait garder tous les matchs, puis il flambait, donc on l'a gardé. Bon, mieux vaut avoir ce genre de problème avec deux bons gardiens qui te font passer des nuits peut-être un peu plus tourmentées que te dire oh là là, en ce moment c'est la catastrophe, et puis qui sait que je vais bien pouvoir mettre dans les buts, on est d'accord. Ils ont le même agent, les deux? À voir. Tu crois? Pardon? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont le même agent? Je crois pas, non. Je crois pas non plus. Pache est avec Gaétan Voisin, là, mais pour Hughes, je sais pas. Je sais pas qui c'est son agent. On verra. En tout cas, voilà pour le Lausanne Hockey Club qui va devoir commencer à regarder dans ses rétroviseurs derrière lui un petit peu ce qui se passe, parce que ça revient fort. On parle, on continue de descendre le classement dans l'ordre des 5 clubs romans du Genève Servette Hockey Club. Genève Servette qui est en ce moment au service minimum. Genève qui a battu Ajoie dans le match que les Aigles se devaient absolument de gagner après 3 défaites consécutives. Il ne fallait pas passer à côté de cette rencontre. Genève a déjà paumé pas mal de points contre des adversaires qui sont derrière lui au classement, Langnau, Cloton. Donc à Ajoie, il ne fallait pas laisser perdre des plumes à l'Aigle Sherkan pour continuer de croire à ce top 6 possible, et surtout de valider en tout cas les places 7 et 8, parce que là aussi, si vous regardez rien qu'un œil sur le classement, c'est encore indécis jusqu'à la place 11 quasiment. Donc il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais Genève l'a joué à l'expérience. Genève s'est mis à l'abri contre le HCA très rapidement. 2 buts de Le Coultre et de Maninen qui ont permis de manœuvrer le match à leur guise. Mais c'est vrai qu'en ce moment, Jean-Philippe, c'est pas un flamboyant Genève là qui arrive à avoir des performances de haut vol et à augmenter son niveau de jeu dans le moment le plus important de cette fin de saison. Ouais, on revient au rôle des leaders, quoi. On revient au rôle des leaders. Quand tes leaders sont les meilleurs joueurs sur la glace et performent à leur niveau,
eh ben, tu es à ta place. Là, clairement, on a des Artikainen, des Maninen qui peinent. Tentez plus Vatanen. Il fait du Vatanen, il n'y a pas trop de soucis. Il manque Winnick, qui amène de la robustesse, qui amène de l'expérience, qui amène aussi du danger devant le but. Hein, parce que lui, s'il y a un truc qui traîne, un puck qui traîne, il va souvent être là pour les garbage goals, comme on dit. Et puis, ben, au niveau suisse, on a Noah Rod qui essaye, hein, souvent dans les bons coups, qui essaye en tant que bon capitaine d'y aller, d'enchaîner, de dire il faut continuer, ça va passer, ça va passer. Ça commence à presser, gentiment. Alors, ils vont rester. Le top 6, on verra. Mais l'avantage, c'est que Genève, si on regarde le calendrier, ils ont tout en main. Ils jouent contre Davos, ils jouent contre Berne, ils jouent contre Lausanne, ils jouent contre Bienne et contre Ambry. Ils ont vraiment tout en main pour se confrontation directe. Ils ont énormément de confrontations directes, donc c'est eux qui vont... C'est ça. S'ils arrivent à avoir ce déclic, puis à se mettre dans un mode, maintenant on y va, maintenant il y a l'urgence qui arrive. S'ils gagnent contre ces équipes-là, ce sera top 6. Il reste encore 2 matchs à côté, un peu qui sont pas tout à fait liés aux confrontations directes. C'est contre Ajoie, c'est contre Rapperswil. Donc c'est plutôt en faveur de Genève, même si on sait qu'un faux pas est vite arrivé. Et puis contre Zug. Donc il y a vraiment tout pour bien faire. On ne doit pas se focaliser sur les autres côté genevois. On doit juste dire continuer. Enfin, continuer, non, pas continuer comme ça, mais reprenez-vous. Voilà, trouver le moyen de retrouver le Genève qu'on a pu voir par instant en début d'année. Steph, ça veut dire qu'on a été trop gentil avec des Artikainen, Maninen, où on se dit, bon, bah, ça va venir, ça va être mieux. Artikainen qui marque 7 fois, Maninen qui n'a pas remplacé vraiment Omark dans la folie de son jeu non plus. Est-ce qu'au bout d'un moment, ces joueurs peuvent vraiment dire, bon, maintenant, c'est moi qui vais décider de la fin de saison, alors que tu as été plutôt correct depuis septembre dernier. C'est ça, c'est correct, mais je ne trouve pas cette... j'ai pas retrouvé sur 3-4 matchs consécutifs ce Genève conquérant de l'année passée, difficile à battre, hargneux, difficile à jouer contre et tout. J'ai pas l'impression... la saison, elle suit son cours comme elle a débuté. Correct, mais ça en plus. Il y a beaucoup de gars qui ne connaissent pas leur saison. On peut Maninen, je pense qu'il fait sa saison, mais Phil Poula est bien en dessous de l'année passée. Artikainen aussi. Praplan ne fait pas une saison. Si vous regardez ses points, c'est pas wow. Noah Rod, il essaye le beau Noah, mais je pense qu'il a 17 points depuis le début de l'année. Poupou, c'est en dessous de 20 points. Il n'y a personne qui peut dire qu'il connaît la saison. Vatanen, OK, offensivement, mais il fait beaucoup de bêtises. On a perdu Onka. Onka retourne à Berne. Moi, je pense qu'Onka leur apportait quand même quelque chose. J'aime bien ce joueur-là, honnêtement. Droitier en plus. Voilà, on était chercher le Kinora, ça sent un plus dans le but, mais Gauthier Desclous, je ne sais pas où il est. Peu importe, on ne va pas revenir là-dessus. Mais cette équipe-là ne me convainc pas. Ils se sont mis dans une situation où ils jouaient à Joie à la maison un bon samedi soir. Hockey Night in Switzerland samedi soir. On avait le match Studio Genève à Joie. Puis c'était un must-win pour Genève. C'était un match, ils étaient sous pression, ils avaient accumulé des défaites. Puis là, c'était comme à la maison. À Joie, son père, ça va être une catastrophe parce ils se sont placés dans l'eau trouble et on n'arrive pas à avoir de la constance. J'arrive pas à avoir de la constance dans le jeu. J'ai regardé jouer samedi. Ils ont gagné à Joie. Ils ont gagné contre Ajoie. Mais honnêtement, c'était pas... Bon, messieurs, notre rôle, c'est de se projeter aussi. Alors, est-ce que Genève, pour vous, pose la question, pour aussi nous le dire dans le chat, sera top 6 au terme de la 52e journée? Ça, j'ai envie de dire que ça dépend du 20. Tu sais, le 20 février, il y a une finale. Et là, honnêtement, s'il gagne, après, est-ce que j'ai un peu l'impression qu'il y a encore cette espèce de truc, on attend de voir quand ce sera fini, jusqu'où on peut aller, on va le jouer à fond, et puis là, ils sont vraiment tout au bout, quoi. Mais est-ce que tu ne penses pas que ça peut être les doubles possibilités? Si tu gagnes la Champions, tu peux avoir un high et puis surfer sur une vague. Si tu la perds, tu te dis, on n'a pas fait le titre et on va aller chercher l'autre. Oui, mais c'est pour ça que ça peut être double tranchant. Absolument, ça peut aller dans les deux sens. Il y a un truc pour revenir là sur la façon dont joue Genève. Il y a un truc qui m'embête un petit peu. On parle d'Artikainen qui met pas ses points, enfin qui met des points mais pas ses buts. Ok, mais regarde où il joue dans le powerplay. Je le vois presque plus souvent derrière la cage que devant la cage. Puis on a mis Joris à la place d'Artikainen. Alors il tente, il a des shoots. Et les pucks arrivent jusqu'à Joris, mais c'est pas le buteur qu'est Artikainen. Pourquoi on remet pas Artikainen
dans sa place qui a été... Alors ok, il n'y a plus Omark, mais il y a Maninen. C'est pas un manche, le gars, il tombe pas de la lune non plus, ils se connaissent depuis le temps. Artikainen serait bien plus utile devant le gardien. Je me pose la question. Tous les buts qu'il a inscrits l'année dernière. Je dis pas que je sais mieux que Yann Cadieux. Hein. Yann Cadieux a ses raisons. Évidemment, je les connais pas, je suis pas dans le vestiaire, mais je constate simplement qu'on a décalé Artikainen à côté ou derrière le but et qui marque plus. Alors oui, il fait des passes, mais... Et il a 2 buts les 29 derniers. J'ai compté samedi, c'était 2 buts en 29 matchs, 0 en 15 ou 16 matchs. Puis souviens-toi, Stéphane, il avait beaucoup de buts en power play. C'était vraiment sa marque de fabrique. Et là, avec ce changement de position, c'est souvent à sa place. Joris, le droitier. On n'en discuterait pas, messieurs, si un autre avait pris le relais pour marquer but sur but. C'est ce qui n'est pas le cas. Ben évidemment, mais c'est ça. Il est engagé pour ça, marquer des buts, le garçon. On s'entend, il a 6 buts, il a 7 buts cette année. 6 en power play en tout début d'année, 1 à 5 contre 5. Il y a un but, les gars, à 5 contre 5. Artikainen, un top étranger de notre championnat qui était un leader dans l'année passée, qu'on a été chercher pour marquer des buts. Je le regarde honnêtement, je le trouve tellement pas concerné. Hein. On dirait qu'il joue comme au mois d'août. Pas d'urgence dans son jeu, pas de panique. Je ne dis pas qu'il n'essaye pas certains soirs, mais on ne sent pas qu'il y a cette envie tous les soirs de se dire là, il faut aussi, je sais pas. Là, on parle d'Artikainen parce que j'ai parlé du fait qu'il a changé de position sur le powerplay. Mais je veux dire, il n'est pas tout seul à devoir marquer des buts. Miranda, il fait une saison misérable pour l'instant par rapport à ce qu'on peut attendre. On se disait l'année d'avant, on se dit, tiens, il a fait un step, maintenant il va continuer. Et puis non, ça dégringole. Tanner Richard, ou bien là, il a été blessé. Il n'a pas de chance, souvent blessé. Mais quand il est à 100% de ses capacités, il ne fait pas toujours du Tanner Richard. Il y a une fois où il est complètement à côté, il laisse filer Valzer, je crois, c'était contre Fribourg. Ah oui, une absence totale. À 5 contre 4. C'est des petits moments de concentration comme ça et on sait l'exigence que Yann Cadieux a déjà envers lui-même, puis envers ses joueurs. Et je pense que le niveau d'exigence, il ne l'atteigne pas. Ils se sont rapprochés quelques fois, mais ils n'ont jamais réussi, en tout cas, à le mettre sur la continuité, ce qui explique vraiment que ce Genève-là, pour l'instant, a de la peine à se situer. Et quand je vous dis qu'au classement, ça peut être compliqué, c'est maintenant pour Genève 6 points de retard sur Lugano, mais que 5 points d'avance sur la 11e place. Donc, vraiment, tout est encore possible. Hein, et personne ne va à la pause de l'équipe nationale, ni les Finlandais, ni les Suisses. À Genève, on s'est arrangé là. C'est vrai qu'on s'inquiète pour Lausanne top 6 alors qu'ils ont 8 points d'avance sur la 7e place, mais personne ne s'inquiète de Genève qui est 6e, qui a 5 points d'avance sur la 11e. Bon, je peux comprendre que personne ne bouge aussi du côté de Genève parce qu'on doit préparer aussi cette finale de la Champions Hockey League, souffler un coup et puis mettre le turbo. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous que finalement, Genève pourrait peut-être faire waouh en fin de saison, mais pourrait aussi faire... Mais Steph, sur la perception de ce que tu dis là, je pense qu'il y a un truc différent, c'est le calendrier. Il fait quand même dire que Genève a tout en main. Mais il y a des confrontations directes. S'ils les perdent, ça va vite. Exactement, c'est ça que je dis. Ils ont tout en main. C'est plus motivant que d'avoir à la fin des équipes qui sont autres que tes adversaires directs, qui ont tous un enjeu, qui veulent tous jouer. Là, tu sais que tu peux faire un bond rapide au classement si tu maîtrises bien ces confrontations directes. Exactement. Nous, on fait tous ces calculs, mais les joueurs, ils font pas ça, les gars. Les joueurs, ils prennent le prochain match. Prochain shift. Nous, on prend la prochaine équipe, Stéphane. Nous, on est là, on fait des calculs, etc. Ça, c'est bon pour les médias, c'est bon pour nous, etc. Mais pour les joueurs, c'est qu'il faut gagner. On fait notre possible et puis on ne maîtrise pas ce que les autres font. Ils vont quand même être vite rappelés du classement, en tout cas. On descend dans le classement, pas de beaucoup. On parle du HC bien. Ouais, le HC Bienne, c'est une pause qui va leur faire du bien. Moi, je les ai trouvés, je n'étais pas le seul à les avoir trouvés fatigués. Gaëtan Haas l'a dit au Journal du Jura notamment, et chez nous également. Gaëtan Haas qui disait, on a manqué de jus contre Lausanne, on s'est fait manger. Heureusement que Sateri a fait les arrêts qu'il fallait. Ça revient exactement à ce qu'on analysait tout à l'heure, Stéphane, quand tu parlais du 3e tiers entre Bienne et Lausanne. Cette pause va peut-être faire du bien aux Célandais qui manquaient d'essence dans le moteur. Mais d'un autre côté, après 2 défaites, ils ont perdu contre Zurich, ils ont perdu contre Berne, à Berne. C'est pas interdit de perdre à Berne, on est d'accord. Et là, chaque fois, après 60 minutes, on arrive à sortir 4 points sur des matchs. Contre Zoug et contre Lausanne. Ils perdaient 2-0. Voilà, ils perdaient 2-0. Et à chaque fois, ils auraient pu les perdre, ces matchs. Ils ont trouvé quand même les ressources pour s'en sortir. Et ça, c'est plutôt
plutôt positif. Moi, je vois ça comme ça. Je vois Bienne sur une pente plutôt ascendante par rapport à d'autres qui s'accrochent, quoi. Bon. C'est ce qu'As disait en entrevue vendredi soir en studio. On a vu l'entrevue. Il disait, je pense qu'on a joué nos 2 meilleures périodes de l'année contre Zug vendredi. Je pense la 2e et la 3e période. Bon, il y a les absents maintenant. Ishier est revenu assez rapidement. C'était juste un petit truc sur le... Ça, c'est avant de repartir, Ishier, parce qu'on sait toujours que c'est une question de temps avant qu'ils se reblessent, les gars. Non, mais ça rend pas l'effectif non plus horrible, bien sûr. Non, mais quand il te manque un Brunner, je veux dire, quand tu approches de la saison, du moment clé de la saison, c'est quand même un gars qui... oui, mais tu as un Kunzle qui rebrille maintenant et qui a vraiment, véritablement lancé sa saison sur les 4-5 derniers matchs. Il a repris des buts, de la confiance et se remonte déterminant. Donc, bien sûr que du côté de Bienne, on est sur un train positif qu'il va falloir confirmer, bien sûr, parce que Bienne, à l'heure où on en parle, a 8 matchs à jouer. Jouera à Lausanne au retour de la pause. Ensuite, Cloton à Joie, Fribourg à la maison, à Rapperswil, Davos, Lugano et à Genève. Donc là aussi, il y a encore 3 adversaires directs pour redistribuer ça. Le dernier match de la saison, on est bien Genève. Ouais, un remake de la finale de l'an dernier avec un match en jeu. C'est ça que tu nous dis? Check. Mettez ça dans le calendrier. Check, les gars, ça peut être un match décisif pour le top 6 ou le top 8, parce qu'il y a 2 équipes qui peuvent dégringoler. Les places 7-8 sont très importantes cette année. Hein. Et puis, on n'en parle pas parce que ce n'est pas un club roman, mais je pense que Davos a quand même, avec 2 matchs en retard, a quand même des cartes en main pour embêter pas mal de monde. Davos qui allait moins bien et puis qui rebondit, bien qui va mieux. C'est ce qui rend intéressant finalement cette fin de saison, puis qui nous permet un petit peu d'alimenter toutes ces joyeuses discussions là, que l'on tient depuis une quarantaine de minutes. J'ai parlé de l'équipe de Suisse avec les autres clubs, je vais le faire pour Bienne aussi. Pas de Gaëtan Haas, pas de Poniemi. Là, c'est l'équipe de Finlande, mais il y a JVP qui va, le gardien, qui va aller. Ça lui fera un petit peu de temps de jeu parce que pour l'instant, c'est vraiment Sateri. Et s'il n'est pas malade ou s'il y a un gros problème, il ne jouera pas beaucoup. Et puis, c'est Tino Kessler. Et sinon, les autres Biennois restent à la maison. Il y a quand même aussi... Il y a presque les 3 joueurs préférés des médias du Jura et du Jura bernois qui sont out là. Hein? Delémont out, Berchi out et Brunner out. C'est sûr. Ça va être compliqué, hein? Une petite pensée pour nos collègues. Là, il faudra trouver quelqu'un d'autre. Il faudra apprendre des langues étrangères. Par exemple. C'est sûr, mais reste que Bienne revient du Diable Beauvert, revient de très très loin cette saison et s'est donné les moyens de jouer encore quelque chose en fin de saison. Hein. Donc c'est intéressant, hein, c'est motivant. C'est sûr. Mais la tâche est difficile. Là, ils sont approchés, ils sont là, c'est quoi, 5 points? Tu y touches, mais il faudrait une fois l'accrocher pour ne pas pouvoir laisser passer le wagon. Hein. C'est ça. Là, ce week-end, ils ont fait 4 gros points à l'arraché. Mais ils vont jouer contre des adversaires directs aussi. Ils devront gagner leur match. Ce ne sera pas facile, honnêtement. Bien malin qui peut prévoir l'issue finale. Là. Tellement il y a de confrontations directes et que tout peut changer du jour au lendemain. Mais c'est vrai que si Sateri reste aussi bon que ça, c'est un gars j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais assez de Sateri. Il est toujours juste, il est calme. Ils sont rendus en finale l'année passée grâce à lui. Tu ne peux pas se rendre en finale si tu n'as pas un gros gardien. Et puis il est juste, il est constant, et il prend de la place dans le but, il est dynamique. J'aime beaucoup ce gardien. Là, on a l'impression qu'il n'y a rien qui peut... Je peux te dire que les supporters biennois, ils ont déjà posé les 2-3 premières pierres du début de sa statue. Hein, je te promets. Hein, donc, voilà. Vous avez remarqué depuis le début de la saison, là, comme ça a changé à Bienne? Le policier qui a repris le coach qui a repris l'équipe, il comprenait rien. Et puis là maintenant, on n'entend plus parler de lui. Et puis s'il passe en demi-finale, il y aura c'est pas mal. On en a encore thématisé parce que tous ces choix ne sont pas encore vraiment compris et bien perçus. Gagnes, et tout ça. Mais quand tu gagnes, ça va mieux, c'est sûr. Hein. Là, il gagne, ça va mieux, mais je ne suis pas convaincu qu'il est très apprécié de ses joueurs, je suis même sûr, mais c'est égal. Hein? Il y a des joueurs, il y a des coachs, je reviens à Scotty Bowman à Montréal dans les années 70 et 80, les joueurs le détestaient pour mourir. Détestaient. Tous les gars qui ont joué pour lui le détestaient. Il faisait bloc. Les gars, ils s'unissaient, ils disaient on va jouer pour nous, mais je pense que c'est ça qui se passe à Bienne. Je ne veux pas le comparer à Scotty Bowman. Non, mais l'époque d'aujourd'hui, mais c'est pas. Bowman, il a gagné une coupe après 93, hein, parce que l'équipe dont tu parles, après 93, ils ont que des coachs sympas. Hein. Ça ne marche pas. Pas trop sympa. C'est bien ça. Mais il y a une équipe d'avenir, la reconstruction. Là, mais reste une autre question, messieurs, c'est
la pause qui fait du bien quand même pour se vider la tête, reprendre son lot d'énergie et repartir dans ce sprint final, on va dire, avec les batteries full 100% rechargées. Et bien, peut-être être l'équipe qui déjoue tous les pronostics et qui assure sa place dans le top 6 ou pas. On verra. On verra ça. En tout cas, il nous reste une équipe à passer en revue. Pour l'instant, c'est la lanterne rouge de ce championnat, le HC Ajoie. HC Ajoie qui gagne plus, cette défaite consécutive, un HC Ajoie qui fait trop d'erreurs individuelles, qui coûte des matchs, et quand on est une équipe du bas de classement, ces erreurs dans des matchs serrés font toujours mal à la confiance, mal au score, mal finalement à la prestation d'ensemble. On marque pas énormément de buts, donc autant limiter ces erreurs pour essayer de se donner le maximum de chance. Ça avait fonctionné il y a une dizaine de jours en allant gagner à Zoug, mais depuis c'est un peu plus délicat, on va dire, et forcément qu'il y avait cet objectif pour les Jurassiens d'essayer encore d'accrocher la 13e place, voire même peut-être la 12e à un moment donné. Il y avait cette lueur d'espoir qui les avait animés et tout, et après Cloton avait gagné les 2 derbys contre Zurich, et tous ces espoirs s'étaient aussi finalement pris les pieds dans le tapis, parce que Ajoie avait perdu contre Langnau, Ajoie avait perdu contre Cloton, et maintenant pour Ajoie, finalement il va falloir préparer cette finale des play-outs, que ce soit contre Cloton ou contre Rapperswil. Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais maintenant, il y a un objectif à remplir, Jean-Philippe, pour cette fin de saison, c'est d'être prêt. Oui, c'est ça, être prêt au bon moment. Alors, est-ce que le fait de laisser 2 défenseurs étrangers à la maison pour aller affronter Genève, c'est une bonne préparation? On essaye. Pas. Il avait déjà essayé ça contre Ambry à la maison, ça n'avait pas très bien marché. Là, ça n'a pas très bien marché non plus. Peut-être qu'Ajoie a vraiment besoin d'au minimum un défenseur étranger pour stabiliser cet élément du jeu. Au niveau de des équipes nationales, là, ils sont pas touchés. Peut-être qu'on pourrait envoyer les supporters là. Les supporters à Joulot en Suède pour soutenir l'équipe de Suisse. Ça, ce serait pas mal, je pense. Bon public. Bon public. Et pour revenir au hockey, la saison dernière, si on regarde, Ajoie a fini avec 48 points. Ils en ont 31 aujourd'hui. Donc, on est en train de dire, on entend assez souvent, et c'est les chiffres qui le montrent, ils se créent plus d'occasions. Ils sont plus dangereux, ils sont plus constants, ils encaissent moins de buts, mais au final, ils gagnent moins. Donc, tu as fait un pas dans la bonne direction, mais t'es pas payé en retour. Et ça, Stéphane, c'est difficile à expliquer. Ouais, du mieux, mais pas de points. C'est vraiment comme ça qu'on dit. On dit Lausanne, ils jouent bien, ils dominent la majorité de leurs matchs, ils shootent beaucoup, mais là, dernièrement, ils gagnent pas. Donc, on les blâme. Puis les autres, on dit, ils perdent, mais ils jouent tellement, ils jouent bien, ils essayent, ils sont proches, mais ils sont loin. Il n'y a pas besoin de tout le temps prendre Lausanne comme standard. On est d'accord. Non, mais je dis juste que ce qu'on reproche à l'un, on le fait pas pour l'autre. Donc, mais c'est pas du tout les mêmes équipes, Stéphane. On va quand même pas comparer Ajoie et Lausanne. Lausanne qui a mis des millions dans son équipe, Ajoie qui joue avec son effectif. Je veux dire, il faut rester raison garder un petit peu. Comparer Lausanne et les 4 premiers. Oui, mais ce qu'on dit, c'est que Lausanne domine, mais ils gagnent pas. Alors que là, il faut qu'ils gagnent, il faut qu'ils fassent quelque chose. Mais l'autre, ils gagnent pas, mais ils jouent bien. Et donc, ça marche. On n'a pas dit joue bien. On n'a pas dit joue bien. Si tu dois aller, si on te dit il faut rouler à 160 km/h, puis qu'on te donne une Ferrari, ça va aller. Si on te donne une 2 chevaux, puis on te dit va rouler à 160 à l'heure, ça va être plus compliqué. Ce que je dis, c'est qu'on est très indulgent. Comparer Lausanne et Ajoie, je pense que c'est un petit peu trop loin. Moi, ce qui me dérange, c'est que ce qui me dérange ultimement, je l'ai dit dans mon podcast, c'est que parce que c'est Ajoie, on est indulgent, parce que c'est le petit club, parce que c'est des non-promus, mais ça fait 3 ans. Non, mais attends une minute, laisse-moi finir ce que j'ai envie de dire. Ça fait 3 ans, puis on s'en va de nouveau nulle part. Je suis désolé. L'année prochaine, il n'y a rien qui arrive qui annonce vraiment du gros changement. Voilà, moi, je me dis, moi, j'ai beaucoup de trucs à dire finalement sur la HC Ajoie, mais au bout d'un moment, je l'entends que, c'est moins pire. Mais à la fin de la journée, les gars, c'est moins bon que l'année passée au niveau des points. Puis on est dans un business de gagner des matchs. On n'est pas dans la façon, on est dans le résultat. Je suis désolé. Et là, on s'attarde sur la façon parce que ça fait bien, on va édulcorer le tout, on va les ménager, on est indulgent avec eux. Mais au bout d'un moment, les gars, il faut se rendre à l'évidence. À chaque fois qu'il y a un grain de sable dans l'engrenage, Chacho prend un très mauvais but hier. Merci, bonsoir, c'est fini. Et puis, là où je te donne raison, Steph, c'est qu'au niveau du contingent des joueurs suisses, ils ont personne, comme par exemple un Julian Schmutz qui tout à coup peut exploser à Langnau. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'autres joueurs il y a pas ces gars-là. Qui portent l'équipe. C'est beaucoup sur le poids sur les gardiens qui doivent voler des matchs et les étrangers qui doivent performer. Je ne leur reproche pas ça. Sauf qu'on est là depuis on est gentil avec Ajoie parce que finalement, on se dit, c'est comme ça, mais
au bout d'un moment, on les évalue sur 2 standards. Il y a le standard des équipes riches, comme Jean vient de le dire, des millions à Lausanne ou à Genève ou à Fribourg, Zurich, etc. À Zurich. Puis eux, on sait qu'ils sont moins riches, puis ils sont dans une zone périphérique, puis il y a de la peine d'attirer des joueurs, mais au bout d'un moment, ils sont dans la même ligue. Moi, je veux bien, semaine après semaine, les gars dire Ajoie, ils n'ont pas assez proches. En même temps, on ne peut pas avoir le même standard, Stéphane, pour Ajoie qui arrive depuis 3 ans, d'une équipe qui est ancrée et puis qui a déjà un bassin de supporters. Mais ça fait 3 ans, là, les gars, on fait moins bien. Mais bien n'était pas peut-être autant bas que Ajoie quand ils sont montés en National League, mais bien a transpiré, a dégouliner contre Lausanne dans des matchs de barrage, de la peur que Ajoie a eu l'année dernière contre La Chaux-de-Fonds. Et le step supplémentaire, bien sûr, il se fait dans la performance. Il n'y a plus des claques 7-0 lors de chaque sortie. C'est pour ça qu'on dit du mieux dans le jeu. Mais bien sûr qu'il faudra faire du mieux dans les points aussi, parce que Volven est en termes de points par match au niveau de Sheehan et de Péchan. Le seul qui a un bon ratio pour l'instant, c'est Julien Vauclair chaque fois qu'il a repris l'équipe. Ouais. Bon, c'est sur des courtes périodes. Honnêtement, on les aime tout bien, Ajoie. Moi, je n'ai rien contre Ajoie. Puis je trouve que les gens sont magnifiques, ils suivent cette équipe-là, etc. Et tout ça. Mais je me dis, ce qui me dérange, c'est que semaine après semaine, on se répète. C'est mieux, c'est mieux. Ben oui, mais c'est mieux, mais tu perds quand même au bout de la. C'est une mince consolation. Mais eux-mêmes, Stéphane aimerait avoir. Jusqu'à quand ça va être le néo-promu? Au bout d'un moment, là, moi, ce qui me dérange, je l'ai dit dans mon podcast, c'est que là, on est moins bien que l'année passée, même si dans la façon, peut-être que. Sauf que l'année prochaine, c'est quoi le projet? On s'en va où avec tout ça? C'est ça qui me dérange. Langnau, quand ils sont remontés, ils ont fait quoi année après année? C'était play-out. Puis tout à coup, hop, il y a eu avec Ehlers un petit coup de mieux. Ambry ne fait pas beaucoup de play-off non plus. Donc il y a ces équipes-là qui doivent un petit peu avancer, c'est sûr. Là, je trouve que honnêtement, c'est vraiment, moi, je pense que c'est pire que Langnau, pire qu'Ambry, puis pire que les équipes que Cloton qui viennent monter. Fait quand même mieux qu'eux. Au bout d'un moment, les gars, mais je les blâme pas parce que je connais la réalité. C'est pas un blâme de dire que c'est nul, etc. C'est pas ce que je te dis, mais je te dis, moi, je sais qu'on sait plus quoi raconter. Puis se reporter sur se dire, c'est moins pire quand même. Hein? On a fait des bons matchs. Mais eux-mêmes le disent, Stéphane. Stéphane, eux-mêmes le disent qu'ils en ont marre de reproduire ce genre d'erreur, d'avoir un rendement offensif décevant sur les derniers matchs et puis de pas pouvoir faire ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas de baguette magique, de recette miracle pour faire progresser ce club. Le seul objectif, c'est de se sauver les miches le plus rapidement possible, que ça soit en barrage de play-out ou en play-out ou en barrage, si le barrage doit être joué, alors qu'un autre club soit champion de Swiss League que Holton ou Viège, tu vois. Moi, je pense qu'ils vont se sauver. Moi, je ne suis pas trop inquiet cette année. Honnêtement, il n'y aura peut-être même pas de Liga Quali, la promotion-légation, etc. Je ne suis pas inquiet qu'ils vont se sauver. Franchement, je pense que le gap avec la Ligue B avec la Swiss League est tellement élevé. Je ne suis pas inquiet. Ils sont nettement meilleurs qu'une bonne équipe de Swiss League. Sauf que dans cette National League, je trouve les amateurs extraordinaires d'aller soir après soir supporter. Puis nous, comme gars, je ne sais plus quoi dire sur cette équipe-là. Ça tient par une ficelle partout. Et puis, voilà. Accroche-toi, Steph, il reste 10 matchs. Allez, il reste 10 matchs. Et puis après, c'est bon. On va te laisser te faciliter la tâche. On va en rester là avec le HC Ajoie, Stéphane. Moment, on va être gentil, mais moi, des fois, j'ai bien compris ta réflexion. Mais si tu traites tout le monde de la même façon, tu ne traites pas le leader Zurich de la même façon que tu vas traiter Langnau ou Cloton non plus. Donc il faut cette part-là. Ils sont dans la même ligue, les gars. On va devoir conclure. Merci Jean-Philippe pour cette émission. J'adore Stéphane, ton côté un petit peu à monter dans les tours à la fin. C'est bien pour l'audience, c'est parfait. Merci à toi d'avoir été avec nous. Mais je les aime, Ajoie. Les gens qui sont là, c'est super l'histoire à Ajoie. Sauf qu'à un moment on va te donner à manger, Stéphane. La petite pilule aussi qui va avec. C'est comme le prof à l'école qui évalue les copies puis qui dit lui, c'est un élève, il est moins bon à la base. Mais je pense que les profs ont aussi leur technique. Puis on mettra le maillot. On montrera un peu. Il y a un maillot lausannois aussi là derrière, hein, si jamais. On n'a pas oublié. Si il est là. Donc voilà. Oui. Merci d'avoir été avec nous pour ce 20e épisode. Merci aussi pour vos nombreuses questions. Si vous voulez nous réécouter, bien sûr, c'est notre application pour revoir cet épisode, les plateformes habituelles de podcast. Et qui dit semaine de pause de l'équipe nationale, elle dit pas forcément arrêt. Il y a beaucoup de matchs de NHL qui sont rediffusés sur les heures de 20h cette semaine pour revoir ça. Et petit événement, cette fin de semaine, les Canadiens de Montréal jouent à Européenne. Et pour nous, MySports, ça serait dommage de passer à côté. Donc le match à 19h dimanche sera commencé
commenté et diffusé bien sûr en direct Par et un en Québécois. français par un Québécois pour bien s'imprégner bien sûr de ces Canadiens de Montréal qui font tant plaisir. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette bel épisode 20e. Non, c'est pas le même standard, mais ça tu le sais très bien. On vous remercie pour cet épisode. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Overtime, jeudi pour Overtime NHL avec un entretien exclusif de Valtteri Filppula. Bref, vous l'avez compris. Passez une très belle semaine et nous on se retrouve lundi prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye bye. Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.